20 décembre 1944, Luxembourg City. La ligne téléphonique crépitait d'une fureur à peine contenue alors que le général Omar Bradley serrait le récepteur, ses jointures blanches contre la bakélite noire. À travers le fil venait la voix mesurée de Dwight Eisenhower, délivrant un ordre qui mettrait leur amitié à rude épreuve. 2 armées américaines, la 1e et la 9e, étaient placées sous commandement britannique, sous le commandement de Montgomery. Pardieu, Ike, je ne peux être responsable devant le peuple américain si vous faites cela, explosa Bradley, son flegme du Missouri se brisant finalement. Je démissionne. La réponse du commandant suprême arriva, froide et précise. Brad, c'est moi, pas vous, qui suis responsable devant le peuple américain. Votre démission ne signifie donc absolument rien. Bradley marqua une pause, fit une protestation de plus, puis se tut. Ce moment, enfoui dans le chaos de l'offensive des Ardennes d'Hitler, cristallisa 3 années de frustration américaine croissante envers un maréchal britannique qui semblait déterminé à prouver que lui seul pouvait gagner la guerre. Bernard L. Montgomery, vainqueur d'El Alamein, héros de la Grande-Bretagne, était devenu la figure la plus conflictuelle dans la structure de commandement allié. Mais la question qui hantait le quartier général américain de la Tunisie à l'Allemagne était plus simple et plus accablante. Pourquoi une coalition luttant pour sa survie contre la tyrannie nazie se retrouvait-elle déchirée, non pas par l'ennemi, mais par la personnalité d'un seul homme ? La réponse ne résidait pas dans un incident unique, mais dans une accumulation de moments, de décisions et de conflits qui commencèrent dans le sable d'Afrique du Nord et se terminèrent dans la boue du nord-ouest de l'Europe. Ceci est l'histoire de comment le génie militaire devint un fardeau militaire. Comment la fierté nationale entra en collision avec la nécessité alliée et comment les Américains en vinrent à considérer leur commandant de champ de bataille britannique le plus éminent, avec des émotions allant de l'exaspération à quelque chose approchant la répulsion. Les mathématiques du commandement allié étaient trompeusement simples, mais politiquement complexes. Fin 1944, les forces américaines en Europe surpassaient en nombre les troupes britanniques par des marges substantielles. La production industrielle américaine éclipsait l'économie de guerre tendue de la Grande-Bretagne. Pourtant, le maréchal Bernard Law Montgomery semblait constitutionnellement incapable de reconnaître ces réalités ou d'ajuster son comportement en conséquence. Aux yeux américains, Montgomery représentait tout ce contre quoi ils avaient fait une révolution pour échapper. La présomption aristocratique, la condescendance coloniale et une croyance inébranlable en la supériorité britannique. Mais Montgomery n'était pas une caricature. Il était véritablement brillant, méticuleux dans la préparation, prudent avec la vie de ses soldats d'une manière qui le rendait cher à ses troupes. Ses victoires étaient réelles, son acuité tactique indéniable. Les soldats britanniques, malmenés par les défaites du début de la guerre, avaient trouvé en Montgomery un commandant qui gagnait des batailles tout en gardant les listes de pertes gérables. Churchill le chérissait. Le public britannique l'adorait. Rien de cela n'importait aux commandants américains qui se retrouvaient répétitivement mis à l'écart, pris de haut et publiquement diminués par un maréchal qui semblait les considérer comme des amateurs enthousiastes nécessitant des conseils britanniques. La friction commença non pas avec des disputes stratégiques majeures, mais avec quelque chose de bien plus personnel, le respect ou son absence. De leurs premières rencontres en Afrique du Nord jusqu'à la victoire finale en Allemagne, les commandants américains découvriraient que le traitement que leur réservait Montgomery révélait des suppositions sur la compétence américaine, le courage américain et la valeur américaine qui blessaient plus profondément que tout désaccord sur le champ de bataille. 6 mars 1943, passe de Kasserine, Tunisie. Le vent du désert porta l'odeur âcre des véhicules brûlés et de la défaite à travers le paysage tunisien, alors que le lieutenant-général George S. Patton descendit de son avion, arrivant pour assumer le commandement du 2e corps malmené. 20 jours plus tôt, les forces allemandes du maréchal Erwin Rommel avaient malmené les unités américaines lors de leur premier engagement majeur avec les vétérans de la Wehrmacht. La défaite avait été complète, humiliante et instructive. Ce qui accueillit Patton n'était pas seulement un commandement démoralisé, mais une structure de commandement britannique qui considérait les forces américaines comme des auxiliaires peu fiables nécessitant une supervision attentive.
Le général Sir Harold Alexander, le nouveau commandant britannique du 18e groupe d'armée supervisant toutes les forces terrestres alliées en Tunisie, avait rédigé un rapport sur la performance au combat américaine qui se lisait comme un acte d'accusation. Les commandants américains manquaient d'expérience. Les troupes américaines manquaient de discipline. Les unités américaines nécessitaient une surveillance britannique extensive avant de pouvoir être jugées dignes de confiance pour des responsabilités significatives. Le rapport n'était pas entièrement injuste. Catherine avait exposé de réelles déficiences dans le leadership américain, les tactiques et la coordination interarmes. Mais la réponse d'Alexander alla au-delà de la critique corrective. À son avis, le deuxième corps devrait se voir assigner des rôles de soutien, tandis que les forces britanniques exécuteraient les attaques principales. Patton comprit immédiatement ce qui était en jeu. Il ne s'agissait pas seulement de vaincre Rommel, il s'agissait de prouver que les armes américaines pouvaient se tenir aux côtés de leurs homologues britanniques en tant qu'égales. Ces entrées de journal de cette période documentèrent la présomption britannique et sa détermination à prouver la valeur américaine par une action agressive. Montgomery, commandant la 8e armée britannique approchant la Tunisie par l'Est, incarnait les suppositions britanniques que Patton ressentait. Le vainqueur d'El Alamein se comportait avec la confiance d'un commandant qui avait renversé les fortunes de la Grande-Bretagne dans le désert. Il avait chassé Rommel à travers l'Afrique du Nord par des opérations méthodiques, soigneusement préparées, qui en faisaient la supériorité matérielle écrasante plutôt que le flair tactique. Ses soldats lui faisaient confiance parce qu'ils gagnaient sans gaspiller inutilement leur vie, mais sa manière suggérait que lui seul comprenait la guerre moderne et que les autres, particulièrement les Américains, avaient beaucoup à apprendre. Le plan opérationnel d'Alexander pour la campagne finale de Tunisie reflétait ces suppositions. La 8e armée de Montgomery porterait le coup principal contre la ligne Mareth, les fortifications de l'Axe dans le sud tunisien. Le 2e corps de Patton mènerait des attaques de soutien, détournant l'attention allemande de l'effort principal de Montgomery. Les Américains serviraient de bouclier à Montgomery, tandis que les Britanniques remporteraient de la gloire de percer jusqu'à Tunis. Le plan avait une logique militaire. Montgomery commandait des troupes vétérantes au succès éprouvé contre les blindés allemands. Patton menait des formations apprenant encore leur métier. Mais l'attribution des missions portait des implications au-delà de la prudence tactique. Elle établissait des attentes qui hanteraient les commandants américains tout au long de la guerre. Les forces britanniques prenant la tête, les forces américaines fournissant le soutien, les commandants britanniques recevant le crédit, tandis que les réalisations américaines passaient inaperçues ou étaient minimisées. Patton lança son offensive vers El Guettar le 17 mars 1943. Déterminé à prouver la compétence américaine par une action agressive, ses ordres reflétaient sa personnalité, mêlant conseils tactiques et demandes de leadership agressif. Les officiers mèneraient depuis le front. Les troupes américaines montreraient le même esprit agressif qui avait caractérisé leur entrée dans la Première Guerre mondiale. Quel qu'en soit le coup, le 2e corps démontrerait qu'il méritait d'être traité comme une force de combat plutôt que comme des troupes d'occupation. La bataille d'El Guettar apporta la justification. Le 23 mars, 50 chars allemands de la 10e division Panzer émergèrent des passes montagneuses dans la vallée, exécutant une attaque à l'aube conçue pour briser les défenses américaines. Ce qui suivit choqua les commandants allemands. L'artillerie américaine positionnée avec une attention soigneuse aux champs de tir chevauchants déchaîna des concentrations dévastatrices sur les blindés avançants. Les chasseurs de chars positionnés pour exploiter les avantages du terrain engagèrent les Panzers à des distances qui niaient la supériorité tactique allemande. À la fin de la journée, le champ de bataille était jonché de véhicules allemands détruits et la 10e division Panzer avait été stoppée net. Pour la première fois, les forces américaines avaient vaincu des unités blindées allemandes expérimentées dans un combat soutenu. Mais la victoire porta un arrière-goût amer. Le quartier général d'Alexander, concentré sur les opérations de Montgomery contre la ligne Mareth, prêta une attention minimale au succès du 2e corps. Les officiers d'état-major britanniques continuèrent à émettre des instructions détaillées à Patton, micro-gérant les opérations américaines d'une manière qui suggérait des doutes persistants sur la compétence américaine. Plus grave encore,
Alexander changea répétitivement les objectifs du deuxième corps, modifiant les priorités d'une manière qui semblait conçue pour garantir que les forces américaines restaient auxiliaires aux opérations britanniques. Patton serait ordonné d'avancer, puis de s'arrêter, d'attaquer avec des blindés, puis de mener avec de l'infanterie. Chaque changement perturbait les opérations américaines et signalait que le deuxième corps existait principalement pour faciliter les plans de Montgomery, plutôt que pour atteindre des objectifs indépendants. Quand Montgomery attaqua finalement la ligne Mareth le 20 mars, son assaut initial fit peu de progrès contre une résistance allemande déterminée. Il s'adapta en déplaçant son effort principal vers une manœuvre de contournement, démontrant la flexibilité qui caractérisait ses meilleures opérations. Mais la modification requit du temps, permettant aux forces allemandes d'établir de nouvelles positions défensives. Au moment où la 8e armée perça, l'opportunité pour une poursuite décisive était passée. Le deuxième corps continua ses attaques de soutien dans le centre tunisien, attirant les réserves allemandes loin du front de Montgomery. Les forces américaines avancèrent régulièrement, prenant des objectifs et infligeant des pertes aux forces de l'Axe. Mais ces réalisations restèrent largement non reconnues dans les rapports britanniques. La percée de Montgomery reçut une publicité extensive. La contribution de Patton, également importante pour la campagne globale, mérita une mention minimale. Quand la parade de la victoire eut lieu à Tunis le 20 mai 1943, avec les généraux Eisenhower, Alexander et le général français Henri Giraud recevant les saluts, le récit emphasa les réalisations britanniques et françaises, tandis que les contributions américaines recevaient une reconnaissance superficielle. Pour les commandants américains, la Tunisie fournit des leçons qui allaient au-delà de la tactique et de la logistique. Ils apprirent que combattre aux côtés des Britanniques signifiait se battre pour la reconnaissance autant que pour la victoire. Ils découvrirent que Montgomery, quels que soient ses talents militaires, semblait incapable de traiter les forces américaines comme de véritables partenaires plutôt que comme des apprentis prometteurs. Et ils commencèrent à suspecter que cette attitude reflétait non seulement la personnalité de Montgomery, mais une réticence britannique plus large à accepter que la balance du pouvoir dans l'Alliance avait irrévocablement basculé vers Washington. Ces leçons se révélèrent prophétiques quand les Alliés tournèrent leur attention vers l'objectif suivant. 10 juillet 1943. Golfe de Gela, Sicile, le plus grand assaut amphibie de l'histoire, jusqu'à ce point roula vers les rives de Sicile alors que l'opération Husky, l'invasion de la plus grande île italienne, commençait dans l'obscurité et une mer agitée. Plus de 8 divisions réparties entre la 8e armée britannique du général Bernard Montgomery et la 7e armée américaine du général George Patton prirent d'assaut les plages du Cap Passero à Syracuse dans une opération qui testerait l'unité alliée aussi soigneusement qu'elle testerait les défenses allemandes et italiennes. Le plan pour l'opération Husky avait été conflictuel depuis son commencement. Les propositions initiales envisageaient des débarquements dispersés à travers la Sicile, saisissant les ports rapidement pour assurer un approvisionnement adéquat pour les opérations suivantes. Montgomery détestait les débarquements dispersés. Son expérience en Afrique du Nord l'avait convaincu que la concentration de la force était primordiale, que disperser les troupes invitait à la défaite en détail. Le 24 avril 1943, il articula ses objections et proposa une alternative. Concentrer tous les débarquements dans le coin sud-est de la Sicile, donnant à la 8e armée la mission claire de foncer droit vers Messine, le port nord-est de l'île et la passerelle vers l'Italie continentale. Le maréchal de l'air Arthur Tedder et l'amiral Andrew Cunningham, responsables respectivement des opérations aériennes et navales, s'opposèrent au plan de Montgomery. Cela laisserait 13 aérodromes de l'axe opérationnel, posant des risques inacceptables à la flotte d'invasion. Cela requérait que les navires restent concentrés dans des eaux limitées, vulnérables aux attaques aériennes. Leurs objections avaient du poids. Les deux hommes commandaient le respect gagné par des opérations réussies. La réponse de Montgomery révéla la pleine force de sa personnalité. Il menaça, avec le soutien de Churchill, de démissionner plutôt que d'exécuter un plan qu'il considérait fondamentalement défectueux. Face à une crise qui menaçait de faire dérailler toute l'invasion, Eisenhower convoqua une conférence pour le 2 mai pour résoudre le différend. La réunion exposa des lignes de faille qui s'élargiraient tout au long de la guerre.
Montgomery présenta son cas avec une confiance frisant l'arrogance. Tedder et Cunningham ripostèrent, défendant l'importance des aérodromes et de la sécurité navale. Eisenhower, tentant d'équilibrer les nécessités militaires contre la politique de coalition, se rangea finalement du côté de Montgomery. Les débarquements seraient de concentrer dans le sud-est de la Sicile, avec la 8e armée fonçant vers Messine et la 7e armée protégeant le flanc gauche de la 8e armée. Pour Patton, lisant le plan final en Afrique du Nord tout en préparant son commandement pour l'invasion, les implications étaient indubitables. La 7e armée jouerait un rôle de soutien. Montgomery mènerait l'attaque principale. Les Britanniques prendraient Messine, tandis que les Américains garderaient leur flanc. Une fois de plus, les forces américaines étaient reléguées à des missions secondaires, tandis que les commandants britanniques poursuivaient la gloire. La décision irrita pour des raisons allant au-delà de l'ego considérable de Patton. En juillet 1943, les forces américaines dans le théâtre méditerranéen avaient considérablement grandi. La 7e armée comprenait 3 divisions d'infanterie, une division blindée et des troupes de soutien substantielles, une force comparable en taille à la 8e armée. La production industrielle américaine inondait les stocks alliés d'équipements. La puissance aérienne américaine dominait les cieux méditerranéens, pourtant la structure de commandement traitait les forces américaines comme des auxiliaires à employer à la discrétion britannique. L'entrée du journal de Patton du 12 juillet captura sa frustration avec une clarté brutale. Alexander et son état-major entièrement britannique avaient visité le quartier général de la 7e armée pour présenter le plan opérationnel. Un plan qui, selon Patton, coupait les Américains de toute possibilité de prendre Messine. Il nota amèrement qu'Alexander, commandant des armées britanniques et américaines, était arrivé sans officiers américains dans son état-major. « Quels idiots nous sommes », écrivit Patton, reconnaissant que les leaders politiques américains avaient accepté un arrangement de commandement qui garantissait la marginalisation américaine. Les débarquements eux-mêmes se passèrent raisonnablement bien, malgré des opérations aéroportées chaotiques qui virent les parachutistes britanniques et américains dispersés à travers la campagne, beaucoup se noyant quand leurs planeurs s'écrasèrent en Méditerranée. À l'aube du 10 juillet, les 2 armées avaient sécurisé leur tête de pont et poussaient vers l'intérieur des terres. La résistance initiale des divisions côtières italiennes s'effondra rapidement. Les contre-attaques allemandes contre la plage de Gela, où les forces de Patton débarquèrent, furent défaites avec l'assistance des tirs navals et des combats déterminés de la 1re division d'infanterie. Montgomery, confiant que la résistance de l'Axe s'effondrerait devant la pression britannique méthodique, signala à Alexander que la route vers Messine était ouverte. La 8e armée foncerait droit vers le nord, le long de la côte est. La 7e armée de Patton devrait tenir défensivement, protégeant le flanc de la 8e armée, tandis que Montgomery poursuivrait ce qu'il supposait être un ennemi démoralisé. Le signal révéla les suppositions de Montgomery. Les forces britanniques porteraient le coup de grâce. Les forces américaines fourniraient la sécurité. La réalité s'imposa rapidement. Les forces allemandes, loin de s'effondrer, établirent de fortes positions défensives, exploitant le terrain montagneux de la Sicile. L'avance de la 8e armée s'enlisa au sud de Catane, où les parachutistes allemands tinrent des positions qui canalisaient les attaques britanniques dans des zones de mise à mort. L'approche méthodique de Montgomery, si efficace dans le désert, lutta contre des défenseurs qui pouvaient concentrer des forces sur des fronts étroits et combattre depuis des positions préparées. Le 12 juillet, alors que l'avance de la 8e armée s'arrêta, Montgomery envoya un signal à Alexander qui définirait les relations anglo-américaines pour le reste de la guerre. Il proposa que la 8e armée étende sa zone opérationnelle vers l'ouest, réquisitionnant effectivement une route clé assignée à la 7e armée. Le front élargi lui permettrait de contourner les positions allemandes, bloquant son avance. Les forces américaines devraient, suggéra-t-il, s'arrêter et défendre, tandis que la 8e armée exécuterait l'offensive qui couperait la Sicile en 2. Le ton du signal était aussi significatif que son contenu. Montgomery ne demanda pas l'approbation d'Alexander. Il informa Alexander de ses intentions et suggéra que les forces américaines s'ajustent en conséquence.
La présomption était stupéfiante. Montgomery proposait de s'approprier les zones opérationnelles américaines, de reléguer les forces américaines à la défense statique et d'exécuter une stratégie qui assurait que les forces britanniques seules gagneraient le crédit pour la conquête de la Sicile. Alexander, dont l'admiration pour Montgomery surpassait sa confiance dans les commandants américains, accepta. Le 13 juillet, il émit un ordre assignant à Montgomery la route disputée et instruisant Patton de tenir défensivement tandis que la 8e armée avançait. Pour les commandants américains lisant l'ordre, le message était indubitable. Les préférences britanniques détermineraient la stratégie alliée, indépendamment des contributions ou capacités américaines. La réponse initiale de Patton démontra les contraintes politiques qui frustrèrent les commandants américains tout au long de la guerre. Malgré sa fureur exprimée dans des entrées de journal comparant Montgomery à une prima donna arrogante et Alexander à un sycophante incompétent, Patton accepta formellement l'ordre sans protestation. Il comprit qu'Eisenhower, commandant les forces alliées en Méditerranée, ne pouvait se permettre une révolte ouverte par des commandants subordonnés. La guerre de coalition requérait le compromis et l'accommodement même quand le compromis signifiait avaler une colère justifiée. Mais Patton n'avait aucune intention de permettre à la 7e armée de rester inactive, tandis que Montgomery poursuivait la victoire. Si Alexander n'assignait pas aux Américains une mission principale, Patton en créerait une. Il vola vers le quartier général d'Alexander le 17 juillet, portant une carte et une proposition. Plutôt que de défendre passivement, la 7e armée foncerait vers le nord-ouest en direction de Palerme, la capitale de la Sicile, et son principal port. L'opération couperait l'île en deux, piégerait les forces italiennes dans l'ouest de la Sicile et sécuriserait les installations portuaires qui soulageraient les difficultés d'approvisionnement américaines. Alexander, peut-être surpris par l'initiative de Patton, ou simplement soulagé de voir l'agressivité américaine dirigée loin des opérations de Montgomery, approuva. La décision altéra fondamentalement la campagne de Sicile. Plutôt qu'une seule avance britannique le long de la côte Est, soutenue par des opérations défensives américaines, les Alliés mèneraient maintenant 2 drives séparées. Montgomery continuerait à pousser vers Messine depuis le sud et l'Est. Patton courait vers Palerme, puis tournerait vers l'Est et foncerait vers Messine, le long de la côte nord de la Sicile. Ce qui commença comme un ajustement stratégique devint rapidement une compétition personnelle. Patton, déterminé à prouver les capacités américaines et à atteindre Messine avant Montgomery, poussa son commandement avec une intensité caractéristique. La 7e armée se déplaça avec une vitesse qui choqua à la fois les alliés et les ennemis, couvrant un terrain accidenté à des rythmes que l'approche méthodique de Montgomery ne pourrait jamais égaler. Juste 12 jours après le débarquement, les troupes américaines entrèrent dans Palerme le 22 juillet, capturant la plus grande ville de Sicile et un port majeur. Montgomery, pendant ce temps, continua à avancer lentement contre les défenses allemandes au sud du mont Etna. Son progrès était mesuré, professionnel et de plus en plus irrelevant pour l'issue de la campagne. Les forces allemandes, reconnaissant que la Sicile ne pouvait être tenue, avaient de commencer à préparer l'évacuation vers l'Italie continentale. La question n'était plus de savoir si les Alliés conquéraient la Sicile, mais quelle armée alliée atteindrait Messine la première et revendiquerait la victoire symbolique. La course vers Messine révéla le caractère autant que la capacité. Patton poussa la 7e armée aux limites de l'endurance, exigeant une avance relentless indépendamment des obstacles ou des pertes. Ses commandants de corps, habitués à son style, poussèrent durement leur division. Les ingénieurs américains réparèrent les routes et ponts avec une rapidité remarquable. L'infanterie américaine marcha à travers la chaleur et le terrain montagneux à des rythmes qui laissèrent les unités de soutien luttant pour suivre. La 8e armée de Montgomery, faisant face à une opposition plus forte sur un terrain plus difficile, avança méthodiquement. Les commandants britanniques, entraînés à minimiser les pertes et à économiser les ressources, refusèrent de risquer des désastres en poursuivant la vitesse. Le contraste illustra les différences fondamentales dans les cultures militaires américaines et britanniques. Les Américains, avec de vastes réserves de main-d'œuvre et une capacité industrielle, pouvaient se permettre des risques tactiques et de lourdes pertes.
Les Britanniques combattant depuis 1939, avec une main-d'œuvre diminuée et une économie épuisée, ne le pouvaient pas. Mais la course était aussi personnelle. Les déclarations publiques et la correspondance privée de Montgomery révélèrent qu'il considérait la mission de la 8e armée plus importante et plus difficile que les opérations de la 7e armée. Le succès américain à atteindre Palerme depuis la perspective de Montgomery ne démontrait rien de significatif. Patton avait fait face à une faible opposition italienne dans un terrain secondaire. La 8e armée confrontait des troupes allemandes vétérantes dans des positions qui favorisaient la défense. La comparaison que Montgomery impliquait était dénuée de sens. Les commandants américains virent le rejet par Montgomery de leur réalisation comme une condescendance britannique caractéristique. Ils avaient entendu des évaluations similaires en Tunisie. Les succès américains étaient minimisés, les difficultés américaines expliquées par l'inexpérience. Les commandants américains pris de haut comme enthousiastes mais non instruits. Cette attitude suggérait que le respect britannique pour les armes américaines était purement conditionnel, étendu seulement quand les forces américaines opéraient sous la guidance du commandement britannique et pour des objectifs britanniques. Le 17 août 1943, des éléments de la 3e division d'infanterie de Patton entrèrent dans Messine plusieurs heures avant l'arrivée des forces britanniques. La 7e armée avait gagné la course, mais la victoire était creuse d'une manière qui reflétait l'état toxique des relations de commandement alliés. La réaction publique de Montgomery combina la grâce avec un rejet subtil. Il félicita Patton tout en emphasant les difficultés que la 8e armée avait rencontrées, et en impliquant que le terrain, plutôt que la compétence, expliquait les issues. La couverture de la presse britannique refléta le cadrage de Montgomery. Les rapports célébrèrent les combats de la 8e armée contre les Allemands, tandis qu'ils traitaient l'avance de la 7e armée comme un spectacle secondaire contre une opposition inférieure. Les réalisations américaines étaient reconnues mais diminuées, présentées comme complémentaires plutôt qu'égales aux opérations britanniques. Pour les commandants américains lisant ces comptes rendus, le message était clair. Les récits britanniques centreraient toujours les réalisations britanniques indépendamment des preuves objectives. La campagne de Sicile laissa des cicatrices qui ne guériraient jamais complètement. Les commandants américains avaient démontré que leurs forces pouvaient égaler les troupes britanniques en tempo opérationnel et en efficacité au combat, mais la reconnaissance de leurs homologues britanniques restait réticente et conditionnelle. Montgomery, en particulier, semblait constitutionnellement incapable de reconnaître que les commandants américains pourraient posséder des compétences comparables aux siennes ou que les forces américaines pourraient mériter un crédit commensurable avec leurs contributions. 2 incidents durant la campagne de Sicile empoisonnèrent davantage les relations. Le 3 août et encore le 10 août, Patton gifla des soldats hospitalisés qu'il accusa de lâcheté, déclenchant un scandale qui hanterait sa carrière. Quand la nouvelle atteignit Montgomery, sa réponse fut froidement dédaigneuse. Le comportement de Patton confirma les suppositions britanniques sur l'indiscipline et l'émotivité américaine. Un commandant britannique, suggéra Montgomery, ne perdrait jamais le contrôle de cette façon. Le second incident impliqua un jeune lieutenant britannique que Montgomery envoya au quartier général de Patton comme officier de liaison. Le lieutenant arriva avec une valise attachée avec de la ficelle, une apparence miteuse qui mit Patton en rage. Plus tôt, Patton avait envoyé à Montgomery une équipe de liaison complète, incluant un colonel, un commandant et une section de communication complète. En échange, Montgomery avait dépêché un seul officier subalterne avec un équipement inadéquat. Patton renvoya le lieutenant avec une note expliquant qu'il ne pouvait permettre à des garçons dans son quartier général. L'incident était mineur, presque comique, mais il captura le manque de respect casual qui caractérisait le traitement de Montgomery envers ses homologues américains. Patton commandait une armée égale en taille à la 8e armée de Montgomery. Il méritait, par n'importe quel standard de courtoisie professionnelle, des officiers de liaison de rang et de compétences appropriées. L'échec de Montgomery à les fournir suggéra qu'il considérait la 7e armée comme subordonnée indépendamment des relations de commandement officielles. Alors que les planificateurs alliés tournèrent leur attention vers l'invasion de l'Italie et éventuellement vers l'opération Overlord, l'invasion transmanche de la France, un fait était devenu indéniable.
Bernard Montgomery se considérait comme le commandant de champ de bataille, allié prééminent, et attendait en conséquence la déférence de ses subordonnés américains. Que les commandants américains considéraient de plus en plus Montgomery comme le principal obstacle à un partenariat anglo-américain authentique ne semblait pas enregistré avec le maréchal britannique. Ou peut-être que cela n'importait simplement pas. 1er septembre 1944. Nord de la France. La percée alliée de Normandie avait brisé les défenses allemandes en France, envoyant les forces de la Wehrmacht vacillant vers l'Est dans une retraite précipitée. Paris avait été libéré le 25 août 1944 au milieu de scènes jubilantes qui semblaient confirmer la fin imminente de la guerre. Des plages, de Normandie à la Belgique, les armées alliées poursuivirent des ennemis défaits à travers un terrain où, juste quelques mois plus tôt, les forces allemandes avaient semblé invincibles. La victoire peut-être pour Noël semblait à portée de main. Pour le maréchal Bernard Montgomery, récemment promu et se prélassant dans la gloire du succès en Normandie, le moment demandait une action audacieuse. Il avait commandé toutes les forces terrestres alliées durant l'invasion de Normandie, une responsabilité qui, combinée avec ses victoires antérieures en Afrique du Nord et en Sicile, confirma son statut de plus grand commandant de champ de bataille de la Grande-Bretagne. Maintenant, avec les armées allemandes en désarroi, Montgomery vit une opportunité de terminer la guerre avec une seule poussée décisive. Mais le 1er septembre apporta aussi un changement que Montgomery ressentit avec une fureur à peine contenue. Le général Dwight Eisenhower, le commandant suprême allié, assuma le commandement personnel de toutes les forces terrestres alliées. Montgomery, qui avait exercé le contrôle opérationnel des armées américaines et britanniques durant la Normandie, était maintenant réduit à commander le 21e groupe d'armées, les forces britanniques et canadiennes, combattant dans le nord-ouest de l'Europe. Son homologue américain, le général Omar Bradley, commandait le 12e groupe d'armées comprenant la 1e, la 3e et la 9e armées américaines. Le changement était inévitable. Les forces américaines en Europe surpassaient maintenant substantiellement en nombre les troupes britanniques et canadiennes. La logistique américaine soutenait les opérations alliées. La puissance aérienne américaine dominait les cieux européens. La capacité industrielle américaine fournissait le fondement matériel pour la victoire alliée. La réalité politique demandait le commandement américain d'une coalition qui était devenue écrasante.